Dans ma vie, je me suis toujours dit que je veux devenir professionnel au basket ou dans le sport. C'était vraiment, ah ouais, là, les gens ici, ils jouent au basket pour survivre, en fait. C'est vraiment une grande satisfaction parce que ma mère m'a vu gagner. C'est une grande fierté pour moi. Je vois Mohamed Diarra, premier. Arrête de me coquiller quand ça me dit, c'est dire que t'es le meilleur joueur du pays, etc. Mohamed Diarra, 24 ans, joueur de basket à NC State University. De base, j'étais un mec du foot. J'aimais beaucoup le foot. Et à 15 ans, j'ai décidé de changer. Mon oncle il m'a dit de venir jouer au basket et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé le basket. Mon premier club de basket, ça a été le Valois. J'ai fait là-bas ma première année, ma première saison, U17, région. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'était ça. Ok, donc tu as commencé tard le basket. Ouais, très tard. J'en fais une saison où je m'entraîne tous les jours, enfin 3 fois par semaine, mais je m'entraînais en plus puisque j'avais beaucoup de retard. Il fallait que je rattrape les autres. Je voulais pas juste faire du basket pour dire je fais du basket, je voulais tout faire. Dans ma vie, je me suis toujours dit que je veux devenir professionnel au basket ou dans le sport. J'ai fait ma saison, j'ai fait des tests et je suis parti. Je fais une année à Gravelines. Ça se passe bien dans les débuts, mais avec le temps, elle se dégrade. C'est la première fois que je vois un genre niveau France. Première saison, je découvre un peu, je voyage avec mon équipe. C'est un nouveau monde. Dans le centre de formation, c'est un nouveau monde. C'est là où j'ai commencé à comprendre le monde professionnel, comment il marchait en France. Je reviens en fait ici, je repars habiter avec la maman, les petits frères. Je savais que c'était une année de transition. C'était juste pour me relancer, j'allais retrouver un autre centre de formation. J'étais plus dans l'état d'esprit où il fallait que je me découvre en fait. À ce moment-là, à mon avis, je ne sais pas ce que je veux. Je sais que je veux retourner en centre de formation, mais je ne sais pas vraiment ce que je veux. Je m'entraîne avec la Nationale 3, je joue avec les seniors départ, je joue avec les U20 aussi. Je signe à Orléans en espoir N3. Je fais une saison plutôt bien, mais c'est de la N3. Alors l'espoir pro, je ne connais pas. Et moi, c'était ça mon budget en espoir pro. Mais ça s'est bien passé, mais à la fin, c'est plus extra basket. Et c'est là où on ne sait pas, en fait. Après Orléans, c'est une période trouble. Je ne sais pas si je veux continuer le basket. Je me dis peut-être que je devrais arrêter. 2 centres de formation, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut arrêter. Là, c'est peut-être pas fait pour moi. Et à ce moment-là, j'ai un de mes amis, Anthony Kabbalah, qui m'appelle, qui me dit « Ouais, si t'as plus rien, viens jouer aux États-Unis. » Dans mon école, ils m'ont aidé, on a fait les papiers. Au début, j'étais pas très chaud. Sans mentir, et mon oncle non plus. Mon oncle et ma mère, ils n'étaient pas chauds du tout. Ils me disaient non, ça s'est pas bien passé en France, pro, ça se passerait bien là-bas. Et le hasard, il fait bien les choses parce que je vais dans une école qui s'appelle Redemption. Et c'est là-bas où je me découvre en fait. Là-bas, je me découvre, je comprends que c'est ma dernière chance en fait. Entraînement à 6h du matin, c'était intensif de fou. Moi, je connaissais pas ça à la base. Je connaissais les entraînements intensifs grâce à mon oncle, mais je savais pas que les entraînements étaient intensifs à ce point-là, là-bas, et que tout le monde avait à dalle, en fait. Tout le monde avait un seul objectif, c'était d'aller au bout. Et c'est là-bas que j'ai réalisé qu'en fait, ah ouais, on joue pas au basket juste pour s'amuser. Même si moi, j'avais déjà cette mentalité, c'était vraiment, ah ouais, là, les gens ici, ils jouent au basket pour survivre, en fait. Là-bas, les joueurs en prep school, ils sont médiatisés. Ils sont beaucoup médiatisés. Les gros joueurs, ils sont dans les slams, les BR Hoops, les House of Highlight. Ils sont dans tout. Et tu les vois, ils font leur taf, ils font le show. En fait, et aussi les salles. Les gens, ils viennent regarder les matchs. Et il n'y avait pas ça en France. En U18, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent regarder les matchs. Alors que là-bas, les salles elles sont remplies pour des lycéens. Et c'est ça les choses marquantes, en fait, la différence. Je me sens très bien parce que je fais une grosse saison, je joue contre des gros prospects, des mecs comme Terence Clark, qui est décédé aujourd'hui. Mais je joue contre des mecs comme lui, plein d'autres mecs qui sont rankés. On me donne des offres, je reçois plein d'offres. Mais tout s'arrête. C'est l'année du Covid. Ça veut dire que tout s'arrête et moi je reviens ici. J'ai pas d'option. Je me dis, purée, qu'est-ce que je vais faire? Et je sais pas ce que je fais. Je reviens en France, quoi. Parce que les frontières ferment, je dois rentrer en France. Et c'est là que, on va dire que les galères, entre guillemets, elles commencent. C'est quoi les galères? Je reviens en France, j'ai pas de solution parce que j'ai pas graduate.
j'ai pas gradué de mon année prep school. Ça veut dire que je peux pas aller en D1, je suis pas éligible. Et un jour, un coup de fil comme ça, un coach qui m'appelle, il me dit ouais, je veux venir dans ma JUCO. Je dis ouais, pourquoi pas. J'avais pas d'autre solution de toute façon. Moi de base, j'étais résolu, pas de JUCO, je veux pas aller en JUCO, je vais aller en D1 direct, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et je suis allé en JUCO, l'histoire commence bien. Mais ma première saison, je joue pas beaucoup, je joue, mais j'ai pas trop de rôle. J'ai pas trop de rôle, ça me donne pas la confiance que j'ai besoin, mais ça me met quand même sur le terrain parce que j'apporte beaucoup. J'apporte beaucoup offensivement et défensivement. Et à la fin de ma première saison, je dis je retourne pas. Et je dis que je retourne pas, j'ai pas envie, j'ai envie de jouer en pro. C'est bon, j'ai assez vu le monde des États-Unis, j'ai retourné en pro. Mais j'ai pas de solution, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. Ça veut dire que c'est un peu compliqué. Et tu veux te projeter, mais tu peux pas venir dire ouais je vais aller en pro et ça va se faire comme ça. C'est impossible, personne fait ça. Quand je retourne la deuxième saison, déjà je retourne tard. Ouais. Je retourne au mois d'octobre. Je repars avec le couteau entre les dents. Je me dis ça y est, cette année je vais tout prendre. Quitte à pas avoir de regrets, même s'il n'y a rien à la fin, pas de regrets. J'arrive là-bas, c'est là que l'histoire commence en fait. J'impressionne, je reçois des appels, mon coach il reçoit des appels. Moi à l'époque je parle pas bien anglais, tiens, mon coach il peut recevoir des appels, il parle avec les gens et tout. Ouais, on est intéressé par lui, on l'offre et tout. Et la saison elle commence, je casse tout, les 5 premiers matchs je casse tout. Et un jour comme ça, on est dans le vestiaire, moi j'étais même pas au courant de ça, on est dans le vestiaire et tout, avec tous mes coéquipiers. Et ils me disent ah le ranking il est sorti, moi je ne savais même pas qu'il y avait un ranking carrément. Et on est dans le vestiaire, vraiment tout le monde est dans le vestiaire, moi je suis allongé par terre, en mode avant l'entraînement et tout. Et ils regardent le ranking et tout, et à un moment il y a un grand silence dans le vestiaire. Je me souviendrai comme si c'était hier. Grand silence dans le vestiaire comme ça. Tout le monde me regarde. Ils me disent, va regarder le ranking. C'est-à-dire, ils m'envoient le lien et tout. Moi, je vais regarder. Je vois Mohamed Diarra, premier. Je baisse tout ça, je vois. Et tu vois, on est 100 dans la liste. Hein, c'est les 100 meilleurs joueurs de JUCO. Je vois premier. Je bug et tout. Après, mon coéquipier commence à me dire, c'est-à-dire que t'es le meilleur joueur du pays, etc. Et là, l'histoire, elle est incroyable parce que j'ai pas de réaction. Et c'est là que dans mon école, tout le monde me respecte, me dit, ah ouais, il vient de France, c'est le meilleur joueur du pays. C'est incroyable, tu vois. Et tu vois, je marchais, les gens ils me serraient la main, les gens me félicitaient. Tu vois, ma vie, elle avait changé, entre guillemets, parce que je connaissais pas ça. De base, je passais mon chemin, les gens ne me calculaient pas, je calculais pas les gens. Mais à ce moment-là, c'est là où j'ai passé un cap, et même les matchs étaient différents. Maintenant, j'allais dans n'importe quel gymnase, les gens me connaissaient. Je touchais le ballon, ça me huait, ça m'insultait, ça criait overrated, etc. Dès que j'ai raté un tir, c'était la folie. Je te jure, c'était la folie. Et premier match, ça m'a fait une pression, je me faisais insulter, etc. On a perdu ce match-là, et j'appelle ma mère. Je dis à ma mère, mais pourquoi les gens ils m'insultent et tout, genre rien fait. Elle me dit, c'est ça quand t'as la notoriété, quand t'as les trucs, les gens ne veulent pas devoir briller forcément et même ils se disent que t'es un Français, que toi tu viens prendre leur place. Et que c'est à partir de ce moment-là où j'ai réalisé et je me suis posé, j'ai dit ah ouais, ok. Et après j'ai kiffé jouer dans les ascenseurs comme ça. C'était trop bien. Tu viens dans une ville comme Columbia, à Mizzou, c'est une ville où il n'y a pas d'équipe NBA à côté. Tout est basé sur le basket universitaire. C'est-à-dire que tout le monde connaît les basketteurs, tout le monde connaît les footballeurs américains. Tu vas au match de football américain, il y a plein de gens. Tu n'as jamais vu ça, tu es sur le terrain. Les gens ils te filment, ils te demandent des photos et tout. Alors tu n'as pas encore joué un match. Hein. Tu es quelqu'un. Ouais, tu es limite une star. Moi, j'ai jamais aimé ce terme star parce que c'est pas notre métier. Il y a des mecs, c'est vraiment des stars. Nous, on n'est pas des stars. On est là, on est à l'école au même titre que vous. Tu vois, il n'y a pas de stars en fait. Stars, c'est pour les LeBron James, les chanteurs. Nous, on n'est pas connus, on n'a pas d'argent, on n'a rien, tu vois. On n'a pas de sous, on est des humains comme vous. Tu vois, pas de stars. Je vais pas venir demain, je vais te refuser une photo, etc. Tu veux prendre une photo avec moi, ok. Mais en fait, moi, j'étais gêné sur le côté, ouais, on prend des photos, on signe.
Parce que je ne me considère pas comme une star. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ça faisait partie du business, en fait. C'est ça. Pourquoi NC State? J'ai parlé avec le coach et j'ai regardé leur match pendant la March Madness. Leur système me convenait de fou, genre spacing, 1 contre 1, tu joues avec la vitesse. Et je dis ah ouais. Et comment le coach m'a parlé, il m'a dit moi, je suis un coach, je donne grave de la freedom, mais vous devez faire les efforts pour mon retour. Et moi c'est ce qu'il me fallait, de la liberté. J'étais dans des cases à chaque fois, on m'a mis dans des cases. Mais là il me fallait de la liberté, il fallait que je puisse montrer que je puisse tirer, je puisse dribbler, etc. La pré-saison, j'arrive. J'ai pas pu montrer l'année d'avant. Tranquille. Je suis au gymnase tous les jours. Que ce soit la nuit, le matin, tout le temps. Je suis le premier, je parle le dernier. Sinon, c'est dans cette optique-là. Pour la pré-saison, le coach il fait une conférence de presse, il dit ouais, Mohamed, c'est le joueur le plus complet de notre équipe, notre roster. Déjà, c'est un premier cap. La saison commence, je suis titulaire. Premier match, double-double. Deuxième match, après, je frôle le double-double. Et le troisième match, je me blesse. Je me tords la cheville, mais c'est pas trop grave. C'est-à-dire que le match d'après, je perds un peu des minutes, tu vois. Je suis moyen, j'arrive pas à bien revenir. Il y a un match où on joue contre Boston College. Je suis dans un état d'esprit où, ah ouais, j'ai perdu des minutes, mais quand je vais rentrer sur le terrain, je vais tout donner. C'est pas grave. Et ce match-là, je joue 35 minutes. Je prends 18 rebonds. Je regarde à la fin du match, les gens viennent me voir. Ah, t'as pris 10 rebonds, c'est un truc de fou. À ce moment-là, on continue, on joue. Mais mes minutes, elles ne reviennent pas vraiment. La saison termine mal. On finit sur 4 défaites d'affilée. On perd contre Duke, North Carolina, Pittsburgh et Florida State. On se dit quoi? Bon, bah, il reste le SEC Tournament. Il n'y a que ça à faire. Mais on y va vraiment en mode. On vient de perdre là. On finit en négatif, 9-11. C'est chaud. On est en 17-14 bilan de l'année. C'est chaud. On y va. Premier match contre Louisville, on gagne. On joue contre Syracuse, on gagne. On commence à dire, ah ouais, il y a peut-être un truc à faire là. Là, on joue contre Duke. C'est chaud. Mais la confiance, elle est là. Et là, je suis sur la meilleure performance de la saison. Ma meilleure performance de la saison. 14 points, 16 rebonds, 4 contre, 3 interceptions. Et je joue contre un top prospect de la draft. Kai Flipowski, je crois. Doug, tir à 3 points, tout. Je fais tout, la totale. Je suis à la fin, je suis interviewé. C'est là que moi, mon histoire, on va dire, elle commence par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu par rapport à moi. Virginia. Eux, c'est une équipe qui joue à leur rythme. Tu peux pas les presser, ils jouent à leur tempo. Et c'est ça, nous, qu'on n'aime pas. Quand une équipe a contrôle le match, nous, on préfère quand une équipe a déroule et qu'on joue notre jeu, tu vois, on déroule notre jeu. Il reste 5 secondes, on est à -3. Lancer franc pour eux. Leur shooter, leur meilleur shooter, il rate le lancer. Rebond, passe au meneur, il prend la balle, il monte la balle, il tire. Panier au buzzer, on égalise. Prolongation, on a dit c'est impossible qu'on perde. On gagne. Moi, je fais un bon match. Et là, la finale contre North Carolina, l'histoire, elle est belle. Parce que c'est la rivalité. C'est UNC. On joue contre eux. On a trop faim. On est sur le terrain, on se la tue, on donne tout. Je fais encore un double-double. Et on gagne. On est champion ici. Truc de fou. On n'y croit pas. Comment c'est possible? 5 matchs en 5 jours. Les gens, ils sont comme des fous. Ils sont là. Comment ils ont fait? De base, nous, on n'était même pas censé faire la March Madness. On se retrouve là, champion ici. On a notre ticket pour la March Madness. On a tout fait jusqu'au bout, on a assumé. Comme des hommes. Et c'est là qu'on est devenus les chouchous des États-Unis. Tout le monde était là à NC State. On gagne le match pour être champion SEC. J'ai plein d'émotions qui me passent par la tête, j'y crois même pas. Je m'attrape la tête, le t-shirt, je suis là, on a vraiment gagné. Je fais un tour du terrain, on a vraiment gagné. J'attrape mes coéquipiers dans mes bras. Le 0 en particulier, parce que lui, c'est encore une plus grosse signification pour lui. Parce que lui, c'est un enfant de Raleigh. NC State, c'est sa ville. Oui, NC State, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a tout fait là-bas. Et je le vois pleurer. Et je lui ai dit, tu mérites tu mérites tout. Comme les Américains disent, hometown hero. Et lui, c'est ça. Vraiment, c'est le héros de sa ville.
Et ouais, j'ai plein d'émotions qui me passent par la tête. Je suis super content, je suis super excité, je suis en mode. Je suis champion. J'ai jamais été champion. La seule chose que j'ai gagnée, c'est quand j'étais petit, j'ai gagné le tournoi international au foot avec mon club, le Red Star Montreuil. Et là, je suis champion et ici, c'est un truc de fou. Et ouais, et ça va rester à vie. À vie, les gens se souviendront de moi comme étant un champion ici. Ouais. Ta mère m'a dit en mode qu'elle regardait tes matchs, parce que 4 heures du matin, je suppose qu'elle regardait le match, tu vois. Ouais. C'est quoi que t'as fait, genre dès que tu l'as appelée, tu lui as dit quoi en fait? Je l'ai appelée, elle était plus excitée que moi déjà. Elle était avec mon petit frère et elle a crié. J'ai dit maman on l'a fait, tu vois. On l'a fait. Et ma mère elle me le disait peut-être. Ma mère c'est quelqu'un d'optimiste. Elle me disait ouais peut-être que vous allez faire comme les Ivoiriens. Enfin, pendant la CAN elle me disait vous allez faire comme les Ivoiriens, vous allez gagner tous vos matchs, personne ne vous attend là. Moi je dis ouais peut-être, on sait jamais. Et j'ai dit maman t'avais raison, on a gagné, on l'a fait. Et c'était vraiment une grande satisfaction parce que ma mère m'a vu gagner. C'est une grande fierté pour moi. Ce que je fais pour elle aussi. Et j'étais vraiment ému.